donc la raison pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui, et qui intervient dans les écoles de commerce, d'ingénieurs, pour accompagner les étudiants et les alumni sur toute la partie employabilité, mais aussi développement professionnel et développement personnel, c'est aussi très important. On a également la marque Boost Me Up, qui est une plateforme digitale qui accompagne les plus de 45 ans vers le retour à l'emploi, ou qui aussi propose aux entreprises des parcours d'offboarding, mais du coup des parcours bien pensés. Et on a en dernier PG Coaching, qui est tout simplement un service de coaching en développement personnel et professionnel qui est géré du coup par mon mari, parce que oui, on entreprend en couple, mais il ne faut pas déconner, c'est moi le boss. Ensemble, du coup, on va voir les nouvelles méthodes de recrutement. Je suis partie sur plusieurs aspects. L'idée, c'est de se dire à la fois, en tant que recruteur, comment aller chercher des candidats, comment aller capter des candidats. En tant qu'entreprise, quels sont les outils, les astuces qu'on peut essayer de trouver et utiliser au quotidien pour attirer des candidats. Et vous aussi, en tant que potentiel candidat, se dire, OK, où peut se cacher un recruteur, un RH quand on essaye de trouver un job ou qu'on est en poste et qu'on ne s'imagine pas qu'un RH va venir nous débaucher, parce qu'il y en a beaucoup qui le font aussi. Et donc, en fait, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous, dans votre métier ou dans votre secteur, vous savez où se cachent les recruteurs? Comment ils vont faire pour vous trouver? N'hésitez pas, avec le micro ou avec le chat, comme vous voulez pour la réponse. LinkedIn. Ouais, LinkedIn, c'est magique. Pour ma part, je suis du côté recruteur, donc je me demande où se cachent les candidats. Et alors, du coup, LinkedIn. Principalement. LinkedIn, exactement. Welcome to the jungle. Ouais, welcome to the jungle. Pas d'autres idées? Je vois tous les étudiants dans le fond de la classe qui nous regardent loin. Salut les étudiants. Donc, effectivement, il y a plein d'endroits. Alors, vous en avez déjà cité quelques-uns. Alors, vous avez cité forcément LinkedIn en premier, assez logique. Alors, on a après tous les autres job boards, Indeed, qui peuvent exister. On peut les trouver potentiellement aussi sur du Facebook, du Google, du Glassdoor, directement sur le site de l'entreprise. C'est aussi possible. Donc, les recruteurs vont se cacher là, sur leur site carrière, sur des pages Glassdoor, sur une page Google ou en tapant simplement leur nom sur Google. Mais effectivement, LinkedIn est important. Mais effectivement, aujourd'hui, maintenant, les RH et les recruteurs, ils vont se cacher un peu partout. Ils vont se cacher sur les réseaux sociaux au sens beaucoup plus large. Donc, le côté Twitter, Instagram, YouTube aussi, TikTok de plus en plus. Mais ils vont aussi aller là où vous êtes, vous vous baladez de temps en temps. De temps en temps, vous allez aller peut-être sur un événement, une conférence. Le recruteur, il y va aussi. Peut-être que vous utilisez des outils digitaux pour réseauter, comme du Meetup ou des Shapers. Et le recruteur peut aussi y être. La cooptation, c'est aussi un système aujourd'hui pour un recruteur de vous trouver. Quand vous cherchez à vous former, quand vous cherchez à discuter avec vos pairs et à être dans la même communauté, que ce soit de marketing, de vente, de finance, peu importe, et que vous voulez vous regrouper, il y a toujours un petit recruteur qui se faufile et qui essaye lui aussi de rentrer en contact avec cette communauté. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va essayer de balayer un petit peu aujourd'hui. C'est se dire, tiens, où est-ce qu'ils sont? Comment on fait pour les trouver, que ce soit côté candidat ou côté entreprise? Donc, ça servira aux deux. La première question qu'on va se poser, c'est aussi pourquoi les recruteurs et les RH vont sur ces supports pour essayer de nous attirer, pour essayer de contacter les candidats. Déjà parce que de base, on ne va pas recruter uniquement par des offres d'emploi, par les petites annonces comme on fait on dépose une annonce sur LinkedIn, sur l'APEC, sur Pôle emploi, sur Welcome to the Jungle, comme on l'a cité tout à l'heure. On ne va pas faire que ça. Ça, c'était ce qu'on faisait pendant très longtemps. On avait même, pour les plus anciens qui ont connu la recherche avec les journaux papier où effectivement on déposait des annonces dessus. Là, après, heureusement, le digital nous a aidés avec les job boards, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté, on veut être réactif, on veut aller vite, donc on va vouloir sourcer, trouver le candidat le plus vite possible. Et donc, des fois, simplement mettre une petite annonce, ça ne suffit pas. Ça ne va pas forcément attirer les candidats. Des fois, vous allez aussi avoir des entreprises qui ne vont pas vouloir diffuser d'offres d'emploi et qui vont vouloir faire de la chasse, c'est-à-dire aller trouver le candidat sans que le candidat sache qu'il y a un besoin dans l'entreprise. Donc ça aussi, ça va se faire de plus en plus. Et donc c'est aussi pour ça que la petite annonce ne suffit pas.
Parfois aussi, l'entreprise va déposer des annonces, donc que ce soit sur un job board, sur sa page carrière, sur les réseaux sociaux et sur plein d'autres supports. Et puis, elle se rend compte que ça n'attire personne. Il n'y a pas assez de CV. Elle pourrait se poser des questions sur pourquoi son annonce n'attire pas, mais ça peut être un autre sujet de webinaire. Et l'idée, c'est de se dire, OK, puisque on ne reçoit pas assez de CV, il va falloir qu'on parte à la recherche des candidats. Donc, c'est un peu comme si on se transformait en inspecteur gadget, où on sort à chaque fois des petits outils et des moyens d'aller trouver le candidat idéal, en se disant, OK, où est mon personnalité? C'est souvent là-dessus qu'on part, se dire, OK, le candidat idéal, à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il fait au quotidien, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il mange, où est-ce qu'il voyage, et comment je peux, tout au long de ça, essayer d'arriver à le rencontrer et à attirer son attention. Et puis, souvent, les candidats ne sont pas toujours très réactifs quand ils voient une annonce sur un job board ou sur LinkedIn, ou alors ils sont trop sollicités et parfois même mal sollicités. Et là, c'est souvent lié à LinkedIn, ou qui envoie des messages automatiques aux candidats, et ce n'est pas forcément toujours très, très bien fait. Et donc, beaucoup de candidats disparaissent de la zone de recherche des recruteurs. Je pense notamment à tous les informaticiens dans l'IT. Les sourcer sur LinkedIn, c'est bien, mais il y a une manière de le faire. Et aujourd'hui, beaucoup de recruteurs vont utiliser des messages automatiques très mal rédigés, et ça va plutôt effrayer les personnes dans l'IT qui ne vont pas du tout y répondre. Donc, on va plutôt essayer de les chercher sur d'autres supports comme GitHub ou Stack Overflow, enfin voilà, toutes ces zones-là, et encore, il y en a d'autres. Une autre question pour vous, c'est que pensez-vous des recruteurs ou des RH qui vous contactent? Imaginons un RH vous contacte sur votre compte perso, Twitter, Facebook, Insta, TikTok. Est-ce que, si c'est votre compte perso, est-ce que vous allez bien l'accepter? Est-ce que vous trouvez ça intrusif ou pas? Non, a priori, je vois le nom de la tête qui me dit non, moi je m'en fous, au moment qu'il me contacte, ça me va. Oui, j'ai jamais été exposé à la pratique. Imaginez maintenant que dans l'après-midi, vous recevez sur votre WhatsApp un message, un recruteur qui se présente à vous en disant « Hey, salut, j'ai vu ton CV ou j'ai vu ton profil sur tel site, j'aimerais bien échanger avec toi ou avec vous. Est-ce que vous seriez dispo? Est-ce que vous allez vous sentir vexé ?» Je vois des mots intrusifs qui apparaissent dans l'écran. Je me poserais la question si c'est pas un fake, en fait. Si c'est pas un spam ou quelque chose. Du coup, je sais pas, oui, ouais, j'avais un fond d'écran qui était bruyant, je savais pas qui c'était. Ok. Ça pourrait être, ouais, si c'est pas un fake, un spam ou un truc où on essaierait de hacker mes données personnelles, c'est vrai qu'on pourrait penser ça, selon s'il y a un lien à cliquer qui pourrait penser que c'est dangereux. Ok, effectivement. Et ça, c'est un gros débat que beaucoup de recruteurs ont en ce moment, justement sur la question de se dire, ok, est-ce qu'on peut contacter des candidats par SMS, par WhatsApp, et est-ce que les candidats vont bien le prendre? Et en fait, quand on interroge les gens, on se rend compte que c'est pas forcément une question d'âge, parce qu'en fait, dans toutes les générations confondues, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Donc, ça va vraiment dépendre de quel est l'usage qu'a chacun de cet outil, et est-ce que ça va être apprécié. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui vont utiliser justement le côté math skills ou la publicité, notamment à travers YouTube, pour essayer de cibler les bonnes personnes à partir de vidéos, pour justement cibler de potentiels candidats. Donc ça, c'est des choses qui vont être utilisées où en fait le recruteur va utiliser des technologies à la fois de marketing et de growth marketing en disant ok, moi le persona de mon candidat idéal, il ressemble à ça, il regarde quel type de vidéo, et donc potentiellement je vais essayer de l'attirer à travers de la pub. Pendant qu'il regarde une vidéo qui l'intéresse, une de mes pubs va apparaître et je vais avoir envie qu'il clique dessus pour découvrir mon entreprise, mon offre d'emploi, mon secteur d'activité, mon métier. Donc ça peut être à la fois du recrutement, on va dire entre guillemets, par anticipation, simplement parce qu'on sait que c'est un marché qui recrute beaucoup et donc l'entreprise veut régulièrement avoir un vivier de candidats potentiels, soit il y a un vrai besoin urgent de l'entreprise et donc elle passe aussi par la publicité pour essayer de capter plus rapidement. Il y avait quelques années, il y avait des entreprises qui faisaient de la pub sur Mythique,
Donc, sur les sites de rencontres, on se disait, mais pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être des célibataires qui cherchent du boulot. Et donc, pas mal d'entreprises avaient commencé à faire de la publicité sur Mythique en disant, vous cherchez l'amour, vous cherchez peut-être un travail, donc potentiellement, on peut peut-être essayer de se rencontrer et discuter. Donc, c'était aussi une approche de dire, OK, on sort des sentiers battus et on va là où se promène notre candidat potentiel, en fonction de ce qu'il fait dans sa journée ou pendant son week-end. Et ben, on va essayer à ce moment-là d'essayer de capter son attention. Donc, ça peut être aussi un endroit où on peut vous repérer. Tout à l'heure, c'est vrai que j'ai parlé des deux, à la fois du côté si on vous contacte sur votre Facebook privé ou sur votre Insta privé, et pareil sur le SMS ou le WhatsApp. On a aujourd'hui, en tant que recruteur, en tant qu'RH, des outils comme Lusha, Drop Contact, Prophet ou plein d'autres qui permettent de trouver votre téléphone, votre adresse email, perso comme pro, et donc de trouver aussi plein d'informations sur le candidat. Donc, il y a plein de petites extensions aussi Google Chrome qui permettent ce genre de choses. Et ce qui va nous permettre de trouver des informations sur vous et donc potentiellement d'essayer de rentrer en contact par ce biais-là plus facilement avec vous. Quand on trouve que c'est intrusif, on se pose souvent la question de dire mais pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils n'essayent pas simplement de nous envoyer un email alors qu'on a déposé notre CV un peu partout ? Peut-être tout simplement parce que l'offre et la demande ne s'est pas rencontrée. À un moment donné, vous avez déposé votre CV quelque part, le recruteur ne l'a pas vu, mais il a vu votre profil à un endroit donné et donc il essaie de raccorder ça avec des coordonnées qu'il va trouver par une extension ou par une autre. Donc c'est simplement que des fois, le CV n'est pas déposé au bon endroit ou le recruteur ne va pas chercher au bon endroit et va chercher par un autre moyen pour trouver les coordonnées d'une personne. On est toujours sur ce jeu de chat et de souris entre candidat et recruteur. Et l'idée, c'est de temps en temps, par un SMS, un WhatsApp, un Instagram, un Facebook ou autre chose, d'essayer de trouver des candidats. Le recrutement par SMS commence à arriver, très clairement. On a des entreprises qui proposent des envois de SMS donc, à des candidats en disant, voilà, potentiellement, vous êtes peut-être que c'est un candidat qui s'est déjà inscrit sur une plateforme, donc on va lui envoyer un SMS pour lui dire que telle entreprise recrute, ou c'est un candidat qui a laissé une information sur un site carrière et du coup l'entreprise revient vers elle par SMS, plutôt que de vous envoyer un email, potentiellement elle vous envoie un SMS. Donc ça va faire partie aussi des nouvelles techniques que de plus en plus de recruteurs RH vont utiliser. Anne-Laure qui me met dans le chat parfois un peu trop en mode tu. C'est vrai, en plus moi la première je le fais beaucoup en mode tu et on a effectivement beaucoup de recruteurs RH qui vont vous approcher en mode on se tutoie et ça peut effectivement aussi ne pas plaire à tout le monde. On ne sait pas nécessairement si la personne va apprécier le vouvoiement ou le tutoiement et beaucoup d'entreprises pour se donner un style vont tout de suite partir dans le tutoiement et ça peut être mal perçu effectivement par ce genre de choses. Les math skills, alors je vois Yves qui me dit je suis déjà perdue avec ces notions de math skills, mais non, c'est pas le côté quinca, rien à voir. Voilà, Aude qui dit voilà, à peine 40 ans, je connaissais pas non plus. On connaît tous les soft skills. Donc, c'est vos qualités personnelles. On a les hard skills avec vraiment la connaissance peut-être de logiciels ou de quelque chose d'un peu plus technique. Les math skills, c'est ce qu'on va appeler, ce qu'on va traduire les compétences un peu folles, les trucs un peu fous que vous faites. Vous êtes peut-être un passionné de saut en parachute, un passionné d'un truc totalement un peu fou et qu'on ne va pas forcément relier à une soft skills ou à une hard skills. Du coup, les recruteurs vont appeler ça, ou les RH vont appeler ça des math skills. Et certaines math skills se disent, ouais, nous, on veut des gens qui sont fous dans leur tête. Ok, donc si c'est un fou furieux du saut en parachute, potentiellement, c'est un fou furieux dans sa tête. Donc, ça peut être une personne qui va pouvoir être rattachée à nos valeurs de l'entreprise, à notre ADN. Et du coup, on va essayer de les recruter sur ces biais-là. Et c'est ce qui fait que de temps en temps, on va aller sur des sites où on ne s'imagine pas trouver un job ou une offre d'emploi se balader là, et qu'en fait, derrière, par exemple, ça peut être le site d'une entreprise qui fait justement des sauts en parachute, et on va contacter cette société et lui dire, ok, qui sont les gens qui visitent votre site ou qui prennent rendez-vous pour des sauts en parachute qui sont dans telle région. Potentiellement, on a peut-être des candidats qui pourraient bosser pour nous parce qu'on aime cet état d'esprit. Et donc, en fait, il va y avoir de la pub sur ce site-là en disant que telle entreprise recrute des gens qui sont passionnés de saut en parachute et qui ont des projets et qui ont tel type de mission à leur proposer. Et donc, par des biais totalement, par des biais moins connus et moins conventionnels, on va essayer d'approcher des candidats. C'est les fameuses math skills. Non, mais des fois, les recruteurs, on est des fous, hein, on va vous chercher partout, on vous trace partout.
Mais on le fait pour le bien de tout le monde, hein, promis. Donc ça, c'est le côté SMS. Mais où un recruteur peut encore plus se cacher, on va faire encore plus le tour de plus de technologies, mais aussi de choses qui sont parfois un peu plus évidentes, un peu plus basiques. Et c'est pour ça qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Parce que c'est vrai qu'on peut vite se retrouver, on peut vite être perdu par rapport à tout ce qu'il y a. Petit retour vers le futur au préalable. C'est-à-dire que on s'imagine que ce qui se faisait il y a 15 ans ou il y a 10 ans ne doit plus se faire aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on y pense, ou on se dit, bah oui, mais il y a des choses qui nous paraissent évidentes, et pourtant, quand on retourne en arrière, on se rend compte, ah oui, mais ça, il n'y avait pas à l'époque. Et quand on prend juste l'époque de 2006, en 2006, LinkedIn ne s'était pas vraiment développé à l'international, Facebook n'avait pas lancé ses pages entreprises, Twitter était à peine naissant en 2006, et on ne parlait pas encore de marque employeur en 2006. Dieu sait qu'on nous en parle aujourd'hui, hein, on n'arrête pas. Et c'est vrai que le côté, ce qu'on appelle aujourd'hui le care candidat, le fait de prendre soin du candidat, d'échanger avec lui, de créer une vraie relation de confiance dans la durée quand on essaye de les recruter, ça n'existait pas du tout à l'époque. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on postulait, on envoyait souvent notre candidature en version papier. Et quand on recevait un email, c'était waouh, un email. Et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. On reçoit plein d'emails. Et quand on reçoit une candidature papier, on fait waouh, une candidature papier. Et je dis ça parce qu'en plus, j'en ai reçu une de candidature. Et j'ai trouvé ça mais tellement incroyable que tout de suite je l'ai contactée en fait. Donc il y avait à la fois son CV, mais elle m'avait envoyé une plaquette, carrément presque une plaquette commerciale, des petits flyers où elle se mettait en avant. Enfin, c'était juste dingue. Et on a tellement peu l'habitude de recevoir ça que j'ai trouvé ça exceptionnel. Bon, en même temps, son profil était aussi ultra bien. Et donc, c'est se dire que des fois, il y a des choses qu'on n'avait plus l'habitude de faire, qu'on peut refaire et qui peuvent aussi fonctionner. On le voit pour beaucoup de PME en région, le fait de repasser par de l'affichage sur les bords de route, les bords d'autoroute, ça fonctionne. Des entreprises arrivent aussi à recruter par ce biais-là. Donc, se rappeler, des fois, c'est de se dire, OK, la technologie, c'est cool, mais on peut aussi essayer de retrouver des manières d'autrefois pour recruter qui peuvent être intéressantes. Yves qui me dit, confirmez-vous que la lettre de motivation est passée de mode et qu'un bon CV suffit? Alors, il y aura toujours les deux camps là-dessus. Aujourd'hui, il y a quand même eu des enquêtes d'Oasis RH qui disaient que 75% des lettres de motivation n'étaient pas lues. Donc, ça fait quand même un petit peu mal. Après, quand on reçoit une lettre et qu'on voit qu'elle a été vraiment personnalisée, qu'elle est bien écrite, on la lit en fait. Parce qu'on voit qu'il y a eu un effort de fait. Mais c'est vrai que très souvent, on va préférer recevoir un mail de motivation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être beaucoup plus court, beaucoup plus percutant et qui va nous donner envie de découvrir le CV plus vite. Donc, tout dépend de l'approche et tout dépend de la lettre qu'on diffuse. Si c'est une lettre qu'on a copié-collée sur Google ou ChatGPT, ça ne va pas être terrible. Mais si c'est une lettre qu'on a vraiment écrite avec son cœur ou avec ses tripes, on va tout de suite voir la différence. Et c'est là où on peut aussi marquer des points aux yeux d'un recruteur. Donc, tout dépend du type de recherche. Il y a toujours deux écoles là-dessus. Alors, l'objectif de partir à la chasse côté candidat ou côté recruteur, c'est d'utiliser un peu ce qu'on appelle la méthode AIDA. Donc, attirer l'attention, susciter l'intérêt, créer le désir et donner envie de passer à l'acte. Non, je ne suis pas dans un date, mais je suis bien dans une recherche de candidats, une création de rencontres. Et ça peut être presque un date, mais c'est une rencontre professionnelle qu'on cherche à créer. Premier outil qu'on va utiliser, je vous disais qu'il n'y a pas que l'informatique, mais pourtant l'IA est présent. Il y a des logiciels de recrutement qui se développent de plus en plus chaque année. Donc là, vous avez Aria, HireTual, TurboHire, Fetcher, HumanMe, il y a Xor, il y a SeekOut, il y en a plein qui cartonnent. Et on peut utiliser l'IA pour faciliter la rédaction d'offres d'emploi. Les entreprises peuvent utiliser ça. Pour gérer le sourcing aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme ça occupe quand même beaucoup de temps, et on va utiliser une IA qui va aller chercher sur l'ensemble des réseaux sociaux avec un algorithme l'ensemble des candidats disponibles. On avait
c'est Piper qui fait ça aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous prenez le logiciel Piper, ça va vous rechercher dans plein de bases de données, sur plein de réseaux sociaux, les candidats potentiels, en fonction du métier, en fonction du diplôme, de l'année de diplomation, peut-être des centres d'intérêt et du potentiel du candidat à bouger. Donc, c'est ça aussi qui est assez intéressant avec Piper, c'est de se dire, OK, avec ce robot, ils ont fait des recherches, ils se sont dit, OK, les gens qui font, par exemple, je sais pas moi, de la finance dans les grands groupes ont l'habitude de bouger tous les 3 ans, 5 ans ou 10 ans. Et donc, quand ils trouvent un profil, ils vont vous dire, OK, ce candidat, potentiellement, ça fait déjà 5 ans qu'il est en poste. Selon les études, c'est possible qu'il ait envie de bouger. Il est en tout cas dans cette zone où la plupart des gens ont envie de changer de boulot. Et donc, c'est un candidat qu'on peut aller activer et qu'on peut contacter. Et donc, Piper se charge d'aller, pareil, chercher les coordonnées pour essayer de rentrer en contact avec ce candidat. Donc ça peut être aussi des outils assez intéressants pour rentrer en contact avec les candidats beaucoup plus facile. Donc ça, c'est le côté faciliter le sourcing, faciliter le matching, parce qu'à un moment donné, se dire, OK, en fonction parce que le temps de chercher les candidats sur l'ensemble des réseaux, on peut avoir un outil qui va, lui, chercher de manière automatique avec, pareil, toujours ce fameux algorithme, et qui va voir rapidement si les candidats sont disponibles, ont envie de bouger. On peut aussi, avec des tests de matching, maintenant, on connaît tous aussi les tests de personnalité, mais on peut faire aussi des tests pour vérifier les aptitudes physiques, mentales, ou les fameuses du coup, soft skills avec les tests. Tout ça, ça va aider à faire de la préqualification et donc de potentiellement trouver des candidats qui n'avaient pas indiqué d'avoir envie de bouger ou d'être disponibles sur le marché, mais on va aller les chercher, on va aller les titiller un petit peu, se dire, OK, est-ce que ça te dirait de… Et on va leur poser des questions. Donc ça peut être aussi intéressant. Il y avait quelques temps, j'avais rencontré un entrepreneur qui avait créé une petite application où l'idée, c'était de tester son niveau. Tester son niveau en maths, tester son niveau en anglais, tester son niveau en histoire, tester son niveau en géographie, peu importe. Il faisait comme ça avec son application plein de petits tests. Et son idée derrière, c'était aussi d'essayer de développer des matchings avec les entreprises. Se dire, OK, moi, dans mon entreprise, j'ai besoin de quelqu'un qui comprend vite, qui percute vite. Donc, potentiellement, si il est bon en maths, c'est qu'il a une certaine logique, c'est que ça va assez vite. Donc, si dans tes candidats, dans les personnes qui s'amusent sur ton application, ils ont des scores qui sont très hauts rapidement, potentiellement, c'est des candidats qui peuvent m'intéresser. Et donc, derrière, l'idée, c'est de créer tout un canal de discussion en disant, OK, vous êtes venu faire un test de maths, vous avez eu le meilleur score. Saviez-vous que telle entreprise recrute des candidats avec vos qualités? Et hop, le candidat, la personne qui venait faire le jeu, recevait du coup potentiellement une offre d'emploi ou la possibilité d'échanger. Donc, en fait, quand on joue sur des applications mobiles qui, de base, ne sont pas prévues pour recruter, et derrière, à travers les soft skills, peuvent se cacher un recruteur qui dit « Hey, ça tombe bien, j'aimerais bien vous trouver ». Yves qui me dit « J'aimerais déjà qu'on réponde à mes candidatures ». Oui, mais là, c'est un autre sujet, il faut qu'on travaille le CV et la lettre, du coup, Yves. Et la présence sur les réseaux aussi, c'est ce qu'on dit de toi. Ça tombe bien, on a fait plein de webinaires là-dessus. Et on a aussi forcément toute la partie chatbot. Le chatbot qui va vous arriver sur un site, qui va du coup vous aider, vous allez poser une question et qui va répondre à vos questions. Alors, on a le chatbot juste l'idée de questionner, je veux postuler chez vous, ok, le chatbot va vous indiquer comment postuler et comment va se passer les prochains échanges, mais aussi on peut avoir des chatbots qui vont un peu plus loin et qui potentiellement vont vous poser des questions et déceler des choses et qui du coup vont être un petit peu plus intelligents que les autres pour essayer de vous orienter vers une offre d'emploi peut-être que l'entreprise a. Donc vous arrivez sur un site, vous n'aviez pas envisagé d'être recruté, et le chatbot va vous poser des questions de plus en plus pour justement essayer d'identifier en vous un potentiel candidat et vous faire recruter. Donc, ça peut être des choses qui peuvent fonctionner aussi pour les entreprises et on peut avoir un éventail de questions parce que derrière, tout dépend de ce qu'on rentre comme scénario de questions pour avoir un processus ultra complet. C'est très utilisé par les commerciaux, mais on pourrait tout à fait l'utiliser d'un point de vue RH. Tout va bien jusque-là? On continue.
Les avis candidats, c'est aussi une manière d'aller trouver des candidats et d'aller aussi de se rendre intéressant aux yeux des candidats. Là, c'est plus comment attirer des candidats qu'autre chose. On en parle de plus en plus, le côté la réputation d'une entreprise, on sait que c'est important. Les candidats qui cherchent du travail veulent avoir quand même une idée assez précise de quelles sont les entreprises où ils vont peut-être travailler, quelle est l'ambiance, quelle est la culture. Et quand vous allez au restaurant, quand vous allez voir un film au ciné, quand vous allez vous balader quelque part, vous mettez peut-être un avis sur le lieu que vous avez visité. Un avis sur le restaurant, sur l'accueil, sur la nourriture, sur le prix, un avis sur le cinéma, le film que vous avez été allé voir au cinéma. Vous allez dire si vous avez aimé le film, si au contraire les critiques n'étaient pas intéressantes. Vous laissez votre avis. Et les gens qui ont travaillé pour une entreprise laissent aussi des avis, du coup, que ce soit sur Glassdoor, sur Indeed, mais il y en a plein d'autres. On peut laisser des avis sur les pages jaunes, sur Trustpilot, sur Facebook, sur les pages entreprises Google. Et en fait, à partir de là, vous allez pouvoir envoyer des signaux forts aux candidats en disant, regardez, on a plein d'avis de candidats, plein d'avis de nos salariés, bons, moins bons ou très bons, et on réagit en fonction. Et ça veut dire que les candidats potentiels vont considérer l'ensemble de ces réponses et vont même trouver ça des fois plus important que l'avis lui-même. C'est vraiment les réponses aux avis, c'est-à-dire les réponses que vous allez faire aux avis des candidats vont avoir une répercussion ultra importante. Allô. Et ouais. Allô. Ouais, c'est moi. Je n'avais pas branché mes AirPods. Vous allez bien? Oui. Ouais, super, ouais. Vous avez une question du coup ou pas? Ah non? J'ai désactivé le son parce que je pense que... Elle devait être au téléphone. On a créé des conversations, mais peut-être pas du coup. Et en fait, il y a eu une enquête qui a démontré que 75% des demandeurs d'emploi sont susceptibles de postuler à un emploi si l'employeur gère activement sa marque employeur, cette fameuse marque employeur. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a des avis positifs ou négatifs quelque part, mais que l'entreprise a pris le temps d'y répondre et d'y répondre de manière intelligente, ça va donner envie aux gens de se dire « Ok, c'est une entreprise, je peux lui faire confiance ». Comme tout le monde, des fois ça se passe bien et des fois ça se passe mal, mais en tout cas, elle est là pour répondre aux avis, elle se montre transparente. Et ça va donner une envie supplémentaire à un candidat de postuler. Bon, après, s'il n'y a que des avis négatifs, forcément, les personnes ne vont peut-être pas avoir envie d'y aller. Mais l'idée, ça va être d'arriver à gérer ça. Et donc ça peut être un très bon moyen d'attirer des candidats. Et je fais souvent le lien avec LinkedIn. Quand les gens me disent « Non, mais dès que sur ma page, j'ai un avis négatif, je le dégage », je leur dis surtout pas, il faut y répondre. Peut-être que la personne a vécu un mauvais moment, il faut lui demander pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, il faut peut-être faire une enquête effectivement en interne, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé et qu'on peut améliorer pour la prochaine fois pour éviter que quelqu'un d'autre vive ce moment difficile et se dire ok, on prend acte de ce qui s'est mal passé et on essaye de trouver une solution ensemble pour essayer justement que la personnes comprennent pourquoi ça s'est mal passé, à quoi c'est dû et comment on peut essayer d'améliorer la relation. Et souvent, quand on s'excuse et qu'on essaie de trouver une solution, on se rend compte que les candidats, d'un coup, ils disent « Ok, c'est cool, merci ». Et la tension redescend. Et donc, c'est ça aussi qui va être ultra important. C'est comme dans n'importe quelle relation, on prend une relation de couple, il y a quelque chose qui se passe mal, et si on s'explique et qu'on communique, subitement, la tension peut redescendre. C'est exactement la même chose avec les candidats. Et les candidats vont apprécier cette démarche de transparence et ce côté des fois un peu mea culpa qu'on peut tous avoir, on peut tous déraper sur un truc. Et c'est aussi important de faire ce côté mea culpa. Donc ça, c'est ces petites choses qui peuvent attirer des candidats. Donc ça peut être intéressant pour les entreprises. Un grand mot, l'inbound marketing ou l'inbound recruiting. En fait, c'est un principe sur lequel les entreprises, l'idée, ça va être qu'elles vont chercher des candidats ou des candidats qui n'ont pas l'intention d'être des candidats, c'est-à-dire des personnes, tout simplement. Et en fait, l'objectif, c'est d'attirer du monde, d'attirer potentiellement, comme c'est mis là, d'attirer des inconnus, des gens qui n'auraient jamais envisagé
de travailler pour cette entreprise, ou de s'intéresser à ce secteur d'activité ou de s'intéresser à ce métier. Et en fait, on va échanger avec eux, par plein de petits leviers, par du contenu très souvent. Alors, on peut avoir des articles de blog, on peut avoir des newsletters, on peut avoir de la vidéo, on peut avoir un peu de relations presse, ça peut être sur des annonces dans des job boards, il peut y avoir plein de choses, de l'événementiel, enfin, tout est possible, et se dire, bah, OK, tout ça, on va construire un chemin pour que régulièrement les gens qui ne nous connaissent pas commencent à nous découvrir, commencent à s'intéresser à nous, potentiellement se disent, OK, votre métier, ça peut être intéressant, ou votre secteur, ça peut être intéressant, et on va essayer de les transformer justement en futurs collaborateurs pour qu'ils aient envie de rejoindre l'entreprise et de s'y épanouir. Ça, c'est le côté de ce qu'on appelle l'inbound recruiting. C'est en gros aller chercher des parfaits inconnus et essayer de les transformer non pas en clients, mais en collaborateurs, parce que ça vient un peu du marketing. Et c'est, comme on dit, c'est attirer des candidats passifs que l'on convertit à un moment donné grâce à du contenu, souvent sur le web. Mais ça peut être un SMS, ça peut être une newsletter, ça peut être vraiment plein de choses. Vous avez tous vu à un moment donné, sur peu importe le site, c'est les entreprises qui vont proposer à d'autres professionnels un livre blanc, l'accès à quelque chose, en échange de coordonnées. Là, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire quelque chose à destination d'un futur candidat, d'un candidat passif, en disant, bah voilà, vous vous intéressez à telle chose, laissez-nous telle information et on vous l'envoie par email ou en téléchargement. Ben, c'est un moyen d'approcher le candidat et potentiellement de le transformer en candidat actif. Et ça, c'est des choses qui vont fonctionner de plus en plus, qui prennent du temps, pour le coup, parce que c'est forcément une démarche sur du long terme, et c'est une démarche qui va être complémentaire aux offres d'emploi et aux choses un peu plus classiques de la recherche de candidats. Le marketing par email, c'est aussi quelque chose qui fonctionne beaucoup. Alors là, j'ai pris l'exemple par exemple d'un email qui est envoyé par Toyota. L'idée, c'est qu'une fois qu'une entreprise a recueilli des informations sur un candidat, et ben on va garder cette information, on va l'organiser aussi et on va faire des campagnes de marketing d'emailing. C'est-à-dire qu'on va envoyer des emails à une liste de contacts. Et dedans, on ne va pas essayer de lui vendre une offre d'emploi, on va simplement lui partager des valeurs, on va lui partager certaines connaissances, on va lui partager des bonnes pratiques, on va lui partager des conseils, des astuces, que ce soit pour lui dans le cadre de sa recherche d'emploi, ou on va lui parler d'une nouveauté dans l'entreprise. On ne cherche pas à lui dire « Allez, viens postuler chez nous », mais par un biais des fois un peu déguisé, on peut lui dire, bah voilà, savais-tu que, là je prends l'exemple de Toyota, savais-tu que chez Toyota, voilà comment on gère la carrière des collaborateurs, ou voilà comment on détecte les hauts potentiels. On partage simplement une actualité qu'on aurait pu trouver sur un article, un blog ou autre. Mais on le partage à une cible qu'on a déjà un peu repérée. Ça peut être des candidats qui sont passifs dans des bases de données. Et ça, typiquement, quand on est recruteur et qu'on gère des grosses bases de données, à un moment donné, on a des candidats qu'on ne réactive pas, qui sont des candidats qu'on a peut-être plus, avec qui on n'a pas échangé depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Bon, RGPD, on n'est plus censé les avoir à ce moment-là. Mais ça veut dire que si on arrive à garder le lien avec eux, simplement en leur donnant des actualités, des informations, peut-être qu'à un moment donné, le candidat va dire « Ah, au fait, ça me plairait bien de revenir travailler chez Toyota ou de découvrir Toyota et les carrières qui sont possibles de faire. » Et donc, ça peut être un moyen de réactiver un candidat qui était passif et de le réactiver en mode actif. Donc ça peut être aussi des moyens qui peuvent être utilisés. Ce qui veut dire aussi que quand vous êtes candidat, que vous avez envoyé votre CV dans une entreprise, potentiellement, vos coordonnées sont utilisées par l'entreprise pour justement essayer de vous relancer à un moment donné par email. Donc, côté candidat, et donc là, c'est un message pour les étudiants, mais aussi pour les alumni, c'est quand vous allez postuler, au besoin, créez-vous une adresse email qui est dédiée à votre carrière. Pas forcément l'adresse email que vous utilisez au quotidien, qui est votre adresse email pour échanger avec les parents, les copains ou sur d'autres sujets. C'est vraiment une adresse email dédiée à la gestion de votre carrière et vous savez que c'est via cette adresse email que vous postulez, que vous échangez avec des RH, avec des recruteurs, avec des potentiels employeurs et qui va vous permettre de savoir que si on vous écrit sur cette adresse email-là,
c'est que c'est une adresse email en lien avec votre carrière et que potentiellement, c'est pour ça qu'on vous contacte. Comme ça évite d'embrouiller tous les emails possibles et inimaginables. Donc ça peut être plutôt pas mal. Et là, l'idée, c'est que par email, une entreprise peut aussi se poser la question de qu'est-ce qui pourrait intéresser des futurs collaborateurs, qu'est-ce qui pourrait me différencier d'une autre entreprise. Et si j'envoie telle information à ce candidat, peut-être qu'il aura envie de revenir vers moi, de revenir dans mon réseau, dans mon vivier de talents et en mode beaucoup plus actif. Et donc ça peut aussi permettre aussi de développer, on en parlait au tout début, c'était le côté cooptation. Peut-être qu'un candidat qui est passif peut aussi vous coopter, vous proposer le profil d'une autre personne que vous allez pouvoir recruter. Donc il y a tout cet intérêt aussi pour une entreprise de prendre soin de son vivier de candidats. Alors, Sandrine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Attention à l'automation, car j'ai reçu semaine dernière un mail type comme quoi mon CV et ma lettre ne correspondaient pas au profil et ne souhaitaient bonne chance pour la suite, alors que j'avais eu un entretien de 50 minutes avec la RH, que j'avais rencontré le DG sur un salon, ensuite que je devais me rendre au dernier entretien organisé avec la DG le lendemain. Ah oui, j'ai dû renvoyer un mail pour savoir si l'entretien du lendemain était bien annulé, le projet était top, l'aspect humain, dommage. Ouais, ça effectivement, c'est quand au bout d'un moment tout se mélange et on en revient sur l'idée de la communication. Si ça communique pas entre les services et entre les outils qu'on utilise, ça peut être vite problématique. Le marketing vidéo aussi pour engager les candidats. Alors, je vais voir si vous allez l'entendre, parce que normalement, j'ai une vidéo qui doit se lancer. Hop. Check. Pardon de me dire un peu tard, j'ai l'impression que nous, on n'entend rien de notre côté. On n'a pas de son, Amélie. Vous n'avez pas le son, c'est dommage. En fait, c'est une vidéo qui présente justement, qui présente l'entreprise. Et donc, c'est un côté un peu marque employeur. Et l'idée, c'est de valoriser une entreprise, de faire parler les salariés de l'entreprise. Donc, ça peut être des vidéos comme on en retrouve des fois sur Welcome to the Jungle. Et l'idée, c'est de se dire, OK, on met en avant, on met en scène l'entreprise et le collaborateur pour donner envie à travers une vidéo à d'autres candidats de rejoindre. Et ça, aujourd'hui, plus de 80% des personnes déclarent vouloir voir plus de contenu en vidéo, justement sur les entreprises, parce que si j'interagis avec elles, en vidéo, c'est quand même plus sympa. Et en plus, on sait que on va retenir plus de 95% du message quand on la regarde en vidéo, contre 10% si c'est juste un texte qu'on va lire. Donc, quand on fait une offre d'emploi, on va retenir à peine que 10% de ce qu'il y a dedans. Maintenant, si l'offre elle était en vidéo, on retiendrait beaucoup plus quelque chose à la fois sur l'offre et sur l'entreprise en tant que telle. Et donc ça montre vraiment l'importance du côté marketing vidéo qui peut être utilisé en RH et en recrutement et qui vont permettre de se connecter justement avec de futurs candidats, avec des candidats passifs. Je refais le lien du coup avec les pubs qu'on peut avoir sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur tous les réseaux. Et se dire, tiens, si on investit dans de la vidéo de plus en plus pour recruter, c'est aussi pour aller chercher des candidats passifs et se dire, tiens, peut-être que ce candidat qui aime telle chose, qui se trouve à tel endroit, si j'arrive bien à localiser, je veux recruter, je sais pas moi, je veux recruter quelqu'un à Quimper, je vais vraiment localiser sur la Bretagne et sur les villes qui sont aux alentours. Je sais que je vais pouvoir capter l'attention beaucoup plus facilement de la personne. Et même si peut-être le coût est un peu plus élevé, mais je vais pouvoir recruter
potentiellement beaucoup plus rapidement. Et en même temps, ça va permettre de présenter vraiment la culture de l'entreprise, d'informer sur ce que fait l'entreprise, de mettre en évidence, comme ici, même si vous n'avez pas pu avoir le son, les témoignages des collaborateurs, où chacun expliquait ce qu'ils avaient ressenti pendant leur premier jour, sur leur démarrage de carrière chez eux, ce qu'ils avaient apprécié dans l'entreprise. Et normalement, la vidéo se termine par une pub ou, même si c'est une pub générale, mais par l'information que l'entreprise recrute et qu'il ne faut pas hésiter à la rejoindre. Et donc ça, c'est des vidéos témoignages qui fonctionnent de plus en plus et auxquelles les entreprises peuvent vraiment utiliser pour aller capter des candidats et les attirer de plus en plus. Donc ça, c'est le côté vidéo. Et après, il y a la prise de contact avec les annonces Google. On en voit peu encore et je trouve ça assez dommage parce que pour le coup, quand vous avez votre page, votre profil entreprise sur Google, en fait, on pourrait directement mettre ce qu'on appelle des call to action, c'est-à-dire des appels à l'action pour justement essayer de rentrer en contact avec des candidats. Donc aujourd'hui, il y a un candidat qui va chercher un job, il va aussi souvent démarrer sa recherche sur Google, il va taper la fonction qu'il recherche. Et si on arrive à associer ça avec une pub ou avec simplement une page entreprise bien présente, on peut mettre un formulaire de contact pour indiquer que l'entreprise recrute. Donc ça, c'est aussi des moyens pour un recruteur d'aller trouver des candidats. Et ça, c'est, je trouve, ultra intéressant d'afficher les emplois qui sont disponibles sur une fiche à côté de la fiche entreprise. Je trouve ça ultra astucieux, en fait. On le fait pour des avis consommateurs, et là, on va le mettre pour mettre en avant, pour attirer le futur candidat, qu'il soit actif ou passif, à trouver des informations et se dire « Ah ouais, tiens, telle boîte recrute, j'y avais pas pensé. » Et il y a souvent le « j'y avais pas pensé ». Faut pas oublier, quand on cherche du boulot, on a souvent tendance à aller vers les entreprises que l'on connaît parce qu'elles ont des noms connus, parce qu'elles ont un pouvoir pour être visibles et du coup, c'est vers elles qu'on va. Et on a beaucoup de TPE, PME qui sont moins connus, qui sont peut-être beaucoup plus proches de chez nous et auxquels on ne pense pas. Et en fait, en passant par ces biais-là, on peut facilement arriver à les trouver. Je ne l'ai pas mis là, mais du coup, il y a aussi le côté Google Maps. Quand on fait une recherche sur Google Maps, c'est aussi un moyen de trouver des entreprises à côté de chez soi. Et donc, ça peut être aussi un moyen pour une entreprise de communiquer sur sa présence locale pour attirer des candidats. Donc, c'est clairement des stratégies de marketing, de recrutement, qui sont souvent négligées, mais qui peuvent être très, très intéressantes. On l'a tous connu, c'est pas forcément très innovant, mais c'est l'entretien vidéo différé. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien. On a Visio Talent en France qui cartonne. Il existe aussi Willow et Interview App. En fait, l'idée, c'est de se dire, OK, alors, c'est apprécié du côté recruteur, c'est de moins en moins apprécié du côté candidat. Comment ça marche? En fait, le recruteur va définir des questions qui vont être envoyées à travers une plateforme dédiée à tous les candidats qui répondent à une annonce. Et ces candidats vont devoir y répondre en vidéo. C'est normalement un gain de temps pour le côté recruteur RH qui va du coup pouvoir se faire une idée du candidat sans forcément avoir à créer du lien avec lui. Là où avant, quand vous répondez à une annonce, on va vous appeler, on va faire ce qu'on appelle une préqualification, on va vous poser quelques questions. Et là, la préqualification se fait directement par vidéo, vous allez répondre à des questions. Par contre, pour le côté candidat, l'entretien, effectivement, ça va permettre de répondre à plein de questions. À un moment, vous allez pouvoir vous préparer, donc c'est un moment où vous êtes à l'aise, vous êtes chez vous. C'est un univers que vous connaissez parce qu'il n'y a pas le stress du face-à-face avec le recruteur. Mais par contre, la vidéo, elle n'est pas évidente pour tout le monde. Et donc, il y a beaucoup de candidats qui n'apprécient pas du tout cet exercice d'entretien, mini-entretien en vidéo, ce que je peux comprendre. Parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise à l'idée de parler à un robot. En plus, vous avez le chrono, vous savez que vous êtes limité en temps pour faire la réponse. Donc, ça peut aussi générer un stress. Vous ne savez pas où regarder, donc vous regardez un peu partout et vous ne savez pas s'il faut regarder bien la caméra, si vous voulez lire un peu vos notes ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être déstabilisant et ça peut être un biais encore, un biais de discrimination aussi quand le recruteur va lui prendre le temps d'écouter cette vidéo. En fonction de l'attitude du candidat, ça peut jouer aussi en sa défaveur, alors que ça se trouve, le candidat était ultra compétent. Donc ça aussi, ça peut être des éléments qui peuvent être un peu difficiles. Donc c'est pareil, il y a toujours des pour et des contre. Je ne suis pas une grande fan pour le coup des entretiens en vidéo. Je préfère échanger avec les gens en direct, même si c'est sur un petit laps de temps. Mais vous avez quand même des entreprises qui vont privilégier ce type de recrutement.
Alexandre qui nous dit « Pour l'avoir passé en tant que candidat, je trouve ça très difficile, beaucoup plus stressant qu'un vrai entretien. » Ouais, parce qu'il n'y a pas l'échange, donc on ne voit pas comment l'autre réagit en face. On ne voit pas si potentiellement on donne une bonne ou une mauvaise réponse. Des plateformes qui vont permettre aux entreprises de créer des défis. Amélie, je crois que ça capte pas très bien de ton côté. Hello tout le monde. Amélie ne peut plus rentrer dans la réunion, donc elle est en train de se reconnecter avec une autre adresse. Voilà. Donc elle arrive, mais le temps qu'elle se reconnecte. OK?
m'avez entendu? Ouais, c'est bon pour le son. Désolée, elle arrive, mais voilà. Je ne sais pas pourquoi elle est bloquée, donc elle ne peut plus se reconnecter. Ça, par exemple, ça parle aussi des difficultés de recrutement, des problèmes techniques. Amélie? Bon, désolée, petit bug. C'est la première fois que ça nous arrive parce qu'on en fait avec des webinaires toutes les semaines avec Amélie et on n'a jamais eu ça. C'était parti sur la gamification. C'est la partie sur la gamification, que justement les entreprises peuvent et utilisent de plus en plus le jeu pour essayer de recruter des candidats. Donc, c'est des plateformes qui vont créer des défis, qui vont créer des formats d'escape game. Nous, on fait typiquement les escape games pour soit attirer des candidats qui n'y avaient pas pensé à ce métier ou à ce secteur, soit pour des candidats qui souhaitent postuler. Donc, c'est des candidats actifs. Et donc, venez jouer, venez découvrir notre entreprise, venez découvrir notre métier, notre secteur, nos innovations. Et donc, on a notamment PricewaterhouseCoopers qui avait fait ça, les escape games du recrutement. On avait Marriott International, qui est un grand groupe hôtelier américain, qui avait créé un jeu pour faire découvrir les métiers aux personnes de l'hôtel. Et vous avez des grands groupes, très souvent comme L'Oréal, BNP, la SNCF, la RATP, Danone, Air France et que sais-je, qui intègrent plus dans leur process de recrutement des jeux, des service games qui vont permettre de tester, vérifier que les bonnes compétences. On veut quelqu'un qui pratique Amélie, on t'entend plus. On va, dans ce scénario de Serious Game, lui demander de pratiquer la langue étrangère. Déjà, il est à l'aise pour pratiquer la langue. S'il est à l'aise pour travailler pour votre produit, vous ne m'entendez plus. Pourtant, j'ai le micro. C'est ça? Vous m'entendez pas? Alors, disons qu'en fait, on t'entend, et puis tout d'un coup, on t'entend plus, on t'entend de façon hyper hachée. Enfin, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais ça doit être ta connexion chez toi, parce que il n'y a rien qui explique, puisqu'on est tous à ne pas t'entendre. Aïe. Donc, ça va venir de chez moi. Effectivement. Alors, si je change, je vais peut-être disparaître encore pendant quelques temps, étant donné que je vais peut-être changer de connexion Wi-Fi. J'ai peur, je teste.
On a perdu Amélie. Est-ce que le son est meilleur? Est-ce que vous m'entendez mieux? En tout cas, là, on t'entend. Il faut voir sur la longueur. Ok, bon, voilà. On va espérer que ça aille mieux. Hop. Je suis désolée. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment c'est de votre côté. C'est bon pour vous? On est toujours. Hein. Ouais. Allez. Je déteste les problèmes techniques, même si ça arrive. Dieu sait qu'on fait des webinaires souvent et j'avais vu ça. Donc, on était sur les escape games, les serious games, où justement l'idée c'est de faire découvrir des métiers, des secteurs et de tester les compétences des gens. Donc, que ce soit sur de l'anglais, soit sur de la logique, soit sur une capacité à travailler en équipe, sur le côté relationnel aussi. Donc, les escape games et les serious games permettent ce genre de choses et donc les entreprises les utilisent de plus en plus. Donc, je vous avais pris l'exemple de PwC, Marriott, la Société Générale, les banques, beaucoup, L'Oréal, BNP, voilà, qui utilisent beaucoup de ce genre de choses. Maintenant, où les entreprises peuvent aussi vous trouver, c'est sur les MOOC. Vous êtes nombreux de plus en plus à faire des formations et à suivre justement des MOOC pour continuer à vous former tout au long de votre vie. Et en fait, les entreprises en fait, vont sélectionner les candidats qui sont allés par exemple jusqu'au bout d'un MOOC. Et aujourd'hui, on utilise ça de plus en plus, c'est-à-dire c'est notamment le cas de l'entreprise Square. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le paiement mobile et électronique, qui a embauché un collaborateur après avoir repéré sur une formation qu'il avait validé 6 matières, dont 4 avec une note maximale. Et donc, l'entreprise s'est dit, OK, ce candidat qui suit ce MOOC a de très bons résultats, on veut absolument le recruter. Et donc, en fait, vous avez souvent des RH, des recruteurs, des employeurs qui se baladent et qui regardent un petit peu quels sont les types de MOOC que vous réalisez et si vraiment vous êtes allé jusqu'au bout. Donc, ça peut être aussi intéressant parce que quand vous vous intéressez à un MOOC, vous voyez la liste des autres participants et si vous échangez avec eux à travers la communauté, vous pouvez repérer les bons éléments. Donc, c'est aussi important, surtout qu'en France, on a quand même une forte culture du diplôme. Et comme on sait qu'à peine 14% des candidats qui suivent un MOOC vont jusqu'au bout et arrivent à obtenir une certification, on se dit qu'un candidat qui potentiellement irait jusqu'au bout d'un MOOC est un candidat qui est vraiment motivé et que ça peut être très, très intéressant de l'avoir. Je vois des messages qui disent « Nous n'avons pas la présentation par contre. Les problèmes techniques constituent l'une des clés du recrutement. » Vous voyez la présentation ou au cas où? Juste pour être sûr. Ouais. Okay. Oui. Oui, c'est bon maintenant. Ok, nickel, merci. Donc ça, c'est les MOOC. Et les MOOC, on peut les trouver notamment sur LinkedIn. Vous savez, LinkedIn Learning, vous y avez accès. LinkedIn, première CVTech disponible au monde, quand même, on tient à le préciser. On sait que 95% des sourceurs, des recruteurs l'utilisent quotidiennement. Et en fait, vous allez pouvoir justement repérer les MOOC ou les formations, les LinkedIn Learning que les gens écoutent, que les gens regardent. Et vous voyez souvent en dessous, on a les infos sur les apprenants. Qui sont les apprenants qui regardent LinkedIn Learning? Et là, j'ai pris, par exemple, moi, j'avais juste pris une formation et j'ai vu qu'il y avait 632 personnes qui aimaient ce contenu, 15 000 personnes qui avaient commencé à l'apprendre. Et donc, on peut commencer à suivre et à s'intéresser à tous ces gens qui suivent des MOOC, qui suivent et qui écoutent du LinkedIn Learning et se dire, OK, toi qui es en train de faire ce LinkedIn Learning, potentiellement, tu es un candidat qui m'intéresse, tu es en train de te former sur une compétence qui m'intéresse, tu étais ouvert d'esprit sur tel sujet et c'est un sujet qui est important pour nous. Et donc, l'entreprise, le recruteur va commencer à t'approcher en te disant, voilà, j'ai vu que vous vous intéressiez à tel LinkedIn Learning et va potentiellement proposer un échange, une rencontre, de discuter, se dire, OK, c'est un candidat qu'on peut mettre dans notre vivier, qui peut nous intéresser à un moment donné. Et comme ça, on a plein d'outils qui nous permettent de relier les personnes qui font du LinkedIn Learning pour pouvoir les contacter. Alors, on peut les contacter en direct sur LinkedIn, on peut automatiser un petit peu avec Phantom Buster pour justement créer des scénarios de discussion avec les gens en fonction du link qu'ils regardent. Donc ça peut être des éléments qui peuvent être effectivement intéressants.
On a Twitter de la même manière, hein, Twitter aujourd'hui, c'est 15 à 20 d'offres d'emploi qui circulent sur Twitter. Donc c'est un très bon moyen de trouver des candidats en diffusant ces annonces. Vous avez notamment, le hashtag, #i4emploi, qui permet de communiquer sur son profil, ou de communiquer sur, sa recherche d'emploi. C'est, aujourd'hui selon les métiers et les secteurs, vous avez beaucoup de personnes qui sont quand même toujours sur Twitter. Bah, si vous voyez passer une annonce, ça peut être un bon moyen de capter, du coup des candidats et puis ça peut être aussi un bon moyen de regarder un petit peu les profils qui sont sur LinkedIn et qui potentiellement peuvent nous intéresser aussi. Il y a moyen de sourcer à travers Twitter, avec plein de petits, logiciels, X ou Y et qui vont permettre justement de se dire: «OK, je cherche un candidat qui est un féru de jeux vidéo, il est peut-être sur un Discord ou il est peut-être sur Twitter et ben, je vais aller sur les canaux de discussion, qui parlent de jeux vidéo ou qui parlent d'entrepreneuriat». On a l'émission, Qui veut être mon associé. Si on veut quelqu'un qui a l'esprit, intrapreneurial et ben, on va regarder sur Twitter les fils de discussion autour de ces sujets et on va essayer de détecter des potentiels, détecter des candidats et se dire: «OK, lui, j'aime bien son discours, j'aime bien la manière dont il échange. Je vais essayer de rentrer en contact avec lui et voir si, il est ouvert à l'idée de peut-être trouver un nouveau job ou de démarrer quelque chose chez nous». Donc ça peut être aussi des moyens de capter l'attention de candidats. On parlait au tout début aussi de la partie cooptation. La cooptation sur les réseaux sociaux, ça fonctionne de plus en plus et c'est se dire: «Bah, OK, en un clic, je peux mettre en relation, l'ensemble de mon carnet d'adresses». Donc on a du CoopTime, du KeepUp, du MyJobCompany et ça permet de recommander son réseau et de faire gagner, de 250 à 1 000 € facilement. Se dire: «Bah, tiens, je connais un tel qui peut correspondre à ce job, si ça fonctionne et je suis rétribué». Et donc en fait, c'est faire appel à toute sa communauté, qu'elle soit active ou passive, se dire: «Bah, OK, vous cherchez un boulot, mais peut-être qu'en même temps, vous connaissez des gens qui cherchent aussi du boulot et ça peut aussi sachant que nous, on recrute ce type de poste, mais aussi sur tous ces métiers et parlez-en autour de vous. Peut-être que grâce à vous, un ami va trouver du boulot et vous allez pouvoir, recevoir, une petite prime, grâce à ça». Donc ça, c'est des petites techniques aussi de se dire: «OK, quand vous avez un candidat, vous dites: "Bah, oui, mais moi, mon candidat, il est, focus marketing". Oui, mais dans son réseau, il a peut-être des gens qui sont RH, qui sont peut-être commerciaux, qui sont peut-être financiers, et qui peuvent, à qui il peut aller parler du fait que notre entreprise recrute. Donc c'est aussi de voir, l'environnement, du candidat et de nos cibles et de se dire: «Bah, OK, peut-être que, dans son entourage, il y a des gens, que ça peut intéresser». On a les meet-up. Moi, c'est un truc que j'adore, les meet-up. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Les meet-up, c'est en fait un réseau et une application qui va vous permettre d'échanger, de réseauter avec n'importe qui, dans le monde. Typiquement, vous avez, on va prendre par exemple l'exemple en France, vous me dites: «Bah, OK, moi je recrute des RH ou des recruteurs, je vais aller chercher sur Meetup, des groupes de discussion, autour justement du métier de RH, des préoccupations et des enjeux, des problématiques que les RH peuvent rencontrer». Donc on peut avoir des Meetup autour de la marque employeur, on peut avoir des Meetup autour de l'engagement des collaborateurs, on peut avoir des Meetup sur, la gestion de la paye et en fait, sur ces Meetup, on peut avoir autant de groupes autour des sujets, perso que des sujets pro. Donc ça peut être des gens qui adorent voyager, des gens qui adorent faire du sport ou des gens qui ont des problématiques, plus business. Et donc en fonction des meet-up qu'on va rejoindre, donc des groupes de discussion qu'on va rejoindre, on va pouvoir discuter avec eux, puis en même temps, on va pouvoir aller les rencontrer. Parce que l'objectif des meet-up, c'est quand même de rencontrer les gens dans la vraie vie. Donc les meet-up, ça peut être en journée, ça peut être en soirée, ça peut être la semaine, ça peut être le week-end. Il y en a tout le temps et c'est souvent, on va se retrouver dans un café, dans un bar et puis, on va, entre pairs, on va discuter, papoter, autour de cette thématique. On a peut-être un speaker qui va venir nous présenter quelque chose. Mais dans cette salle, puisqu'on a par exemple, si on reste sur notre cible RH, on se dit: «Bah, OK, je veux recruter un DRH dans ma boîte. Aujourd'hui, je sais que le DRH va peut-être s'occuper des problématiques de paye je vais, discuter avec plein d'autres DRH qui ont forcément un réseau de DRH et peut-être qu'à l'intérieur de ce meet-up, je vais pouvoir discuter avec mon futur candidat». Parce que, il y a toujours un recruteur qui traîne dans un meet-up, toujours. À l'époque, quand on recrutait beaucoup de développeurs et qu'on allait sur les meet-up, dédiés aux développeurs, à un moment donné, oui, les développeurs nous ont vu venir et il y avait dans les meet-up de développeurs, il y avait plus de recruteurs que de développeurs. Parce qu'à un moment donné, ils ont compris que, les recruteurs venaient les chercher directement, là où ils allaient discuter et papoter entre eux. Mais ça peut être un très bon moment, en tout cas, de faire des belles rencontres, de travailler son réseau. Déjà de 1, quand on cherche du boulot, c'est aussi important de travailler son réseau et 2, aussi de, rencontrer des personnes qui vont pouvoir vous orienter vers des postes, vers des missions et de se faire connaître. Ça peut être aussi un bon moyen de pas
anonyme dans sa recherche d'emploi et de ne pas se sentir seul. Donc, les meet-up partout dans le monde, vous ouvrez l'application en fonction du pays où vous voulez aller. Il y a forcément un meet-up qui démarre. Si demain, vous me dites, moi, Amélie, je cherche un boulot en Angleterre, l'idée, ce n'est pas forcément d'aller faire 36 meet-up en Angleterre, mais c'est de repérer les meet-up qui sont actifs dans votre métier, dans votre secteur en Angleterre, et de regarder qui sont tous les participants et de pouvoir les contacter soit en direct, soit directement via LinkedIn. Donc, de se dire, OK, ma cible, elle est là. Je ne peux pas aller la voir en direct, mais je peux aller la contacter. Donc, ça aussi, c'est moyen. Vous avez aussi l'application Shaper, qui est une application lancée par des Français. C'est l'ancien fondateur de Attractive World qui a lancé Shaper. Et l'idée, c'est que c'est un peu le Tinder de l'emploi. C'est-à-dire que vous allez vous connecter avec votre profil LinkedIn, vous allez indiquer quelle est votre recherche, quels sont vos centres d'intérêt, quelle est votre formation, quel est votre parcours professionnel. Vous indiquez si vous êtes plutôt recruteur, si vous êtes plutôt candidat, si vous êtes business angel, mentor, peu importe ce que vous êtes. Et en fait, Shaper, tous les matins avec l'option gratuite, va vous proposer une dizaine de profils que vous allez pouvoir voir s'il y a un match ou pas. Et donc, si le profil de la personne vous intéresse, vous swipez à droite. Si le profil de la personne ne vous intéresse pas, vous swipez à gauche. Et si vous swipez à droite et qu'il y a un match, vous allez pouvoir discuter, échanger avec. Et comme ça a bien fonctionné, que au départ, c'était vraiment une appli orientée networking, Shaper s'est vraiment lancé sur l'approche recrutement. Et aujourd'hui, on lançait vraiment le Shaper talent en se disant, OK, on va aider les entreprises à recruter les talents qui sont sur notre application et qui potentiellement sont ouverts à la recherche d'emploi. C'est une application qui fonctionne très bien en France, qui cartonne aussi aux États-Unis, parce qu'ils sont aussi lancés sur le marché américain et ça fonctionne assez bien. Donc ça, c'est des techniques qui permettent aussi. Moi, j'ai trouvé des clients, j'ai trouvé des candidats sur Shaper et ça vous prend 3 minutes tous les matins, vous défilez une dizaine de profils et ça peut être le début d'une belle rencontre. En tout cas, ça va être beaucoup très intéressant et assez pertinent de rencontrer ce genre de candidats. On parlait des meet-up tout à l'heure ou des événements type LinkedIn Learning ou autre. Vous avez la même chose sur des conférences, sur les webinars. Un webinar avec une thématique proposée gratuitement par une entreprise qui est peut-être l'entreprise qui vous intéresse ou par un, je sais pas moi, un conférencier et qui, à l'intérieur, c'est des thématiques qui intéressent les candidats que vous souhaitez recruter. Ça marche dans les deux sens. C'est aussi l'occasion d'aller y faire un tour, d'apprendre quelque chose ou tout simplement de se faire remarquer par un manager, un futur collaborateur ou en tant que recruteur, d'aller trouver son futur candidat pour la mission. Et pour ça, vous avez Webikeo, donc Eventbrite qui est souvent le plus connu, les webinaires qui sont proposés par French Web, les LinkedIn Events. Vous pouvez proposer sur LinkedIn des événements. Quand vous proposez un événement sur LinkedIn, que ce soit en tant qu'entreprise ou en tant que simplement pour parler d'un sujet, je reprends l'exemple du RH, la gestion de la paye en 2023, vous savez que plein de RH vont s'inscrire à ce webinaire. Si c'est vos cibles, vous devez aussi y être. Ce qui va être intéressant sur la partie de LinkedIn, c'est que vous allez avoir accès aux participants. Dès lors que vous indiquez que vous êtes intéressé par un événement sur LinkedIn, vous avez accès à la liste de tous les participants. Et donc, vous allez pouvoir rentrer dans un canal de discussion avec tous ces participants. Et peut-être dedans se trouve l'entreprise de vos rêves ou le candidat de vos rêves. Donc, ça peut être aussi un moyen de les repérer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, j'ai un peu accéléré pour rattraper le retard de la coupure, mais voilà, n'hésitez. On a toujours sur LinkedIn les LinkedIn Groups qui vont fonctionner exactement de la même manière. Vous choisissez un groupe sur LinkedIn qui vous intéresse. Donc, quand vous êtes sur la barre de recherche LinkedIn, sur l'accueil de LinkedIn, vous indiquez, par exemple, je sais pas, on reprend l'exemple des RH, ressources humaines. Vous cliquez non pas sur le fait que vous cherchez une personne ou une entreprise, mais que vous cherchez un groupe. Là-dessus, LinkedIn va vous indiquer tous les groupes qui contiennent le mot ressources humaines. Alors, il en existe beaucoup. Vous allez pouvoir sélectionner ceux où il y a le plus grand nombre de personnes inscrites à l'intérieur. Vous demandez à rentrer dans le groupe. Donc, il y a un modérateur qui va vous dire oui ou qui va vous dire non. Dès lors que vous allez pouvoir rentrer dans le groupe, vous allez pouvoir avoir de l'actualité liée à ce groupe dédié. Donc là, c'est le métier des RH. Et derrière, surtout, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir rentrer en contact avec tous les membres de ce groupe. Donc là, j'avais pris l'exemple d'un groupe de DRH où il y a plus de 16 000 membres. Si je veux, je peux écrire un message en direct à ces 16 000 membres sans avoir de restriction de la part de LinkedIn. Parce que là où normalement, on a un compte gratuit sur LinkedIn, on est restreint par le nombre de mises en relation qu'on va faire ou par le nombre de messages que l'on va envoyer. Et bien là, en passant par les groupes, on a zéro restriction.
Et donc, c'est ce qui peut être très intéressant. Alors, vous pouvez être membre de maximum 100 groupes sur LinkedIn. Vous allez me dire, Amélie, 100 groupes, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Mais quand on est recruteur, du coup, on s'inscrit dans plein de groupes. Parce qu'en fonction des cibles qu'on va rechercher, si on cherche des commerciaux, des informaticiens, des marketeurs, des financiers, et ben, on va s'inscrire dans tous les sites qui intéressent nos cibles en disant, bah, OK, je vais aller sourcer dedans qui sont les personnes les plus actives, qui sont les personnes qui partagent du contenu. Je vais aller découvrir des profils que peut-être j'avais pas l'habitude de voir ailleurs. Et je vais me dire, OK, potentiellement, ça, c'est intéressant. Je vais pouvoir échanger, échanger avec lui. Donc LinkedIn Events, du coup, je vous l'avais fait. Là, pareil, vous pouvez voir à chaque fois, quand il y a un événement qui vous intéresse sur LinkedIn Events, vous pouvez voir quel est le nombre de personnes qui vont participer à l'événement. Donc, si vous voyez qu'il y a, je sais pas moi, 300, là, par exemple, on a 343 participants pour cette thématique, bah, peut-être que vous avez votre futur candidat qui est à l'intérieur. Vous avez la communauté Slack. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Slack, c'est un outil collaboratif et qui va permettre d'échanger, discuter, alors souvent au sein d'une entreprise ou à mettre des canaux de conversation. C'est un peu comme un WhatsApp amélioré. Et puis, bah, du coup, vous avez des communautés qui se construisent. Moi, je suis active dans plus de 20 communautés Slack, mais des communautés de RH, de grosses marketeurs, de commerciaux. Vous avez des Slack par thématique. Et donc, on va se retrouver entre pairs sur ces Slack, ce qui peut être aussi un bon moyen de trouver des candidats. Typiquement, si demain, je dois recruter un recruteur, ben, je sais où je vais le trouver. Je ne vais pas passer une annonce sur LinkedIn. Je vais directement aller dans les communautés où ces personnes sont présentes. En plus, sur ces communautés, on partage souvent des offres d'emploi, on partage souvent des CV, parce qu'on se dit, bah, tiens, moi, j'ai rencontré tel candidat, il ne peut pas m'intéresser, mais peut-être toi, il peut t'intéresser. Donc, vos CV peuvent aussi circuler. Et bah, que vous soyez candidat ou que vous soyez recruteur, c'est des communautés qui vont vous intéresser. Vous avez sur le site techcommunities.fr, vous avez une liste de toutes les French Tech, tous les groupes Slack qui ont été créés par thématique, que ce soit lié au e-commerce, au no-code, côté startup, le côté design, le côté growth hacking ou autre. Et ben, en fonction des candidats qu'on va recruter, on va essayer de rejoindre ces communautés pour justement se rapprocher de notre cible, de celle que l'on a envie de recruter. Donc vous-même, si vous êtes candidat et que vous êtes dans un Slack communautaire, dites-vous qu'il y a peut-être un RH ou un recruteur qui va peut-être se balader et qui va peut-être essayer de repérer votre profil. Et de même qu'il y a Slack, vous avez Discord, qui est beaucoup plus connu sur la partie IT, jeux vidéo, parce que c'est souvent là-dessus que l'on démarre. En fait, vous tapez des recherches quand vous êtes sur Discord pour repérer un petit peu les thématiques ou les groupes de discussion. Là, par exemple, je vous ai fait une recherche tiens, sur la partie finance, mais si demain je devais recruter quelqu'un, je ne sais pas moi, qui fait, oui, que dans la finance, peu importe, et je sais que j'ai 26 communautés accessibles gratuitement comme ça, en tout cas visibles, dans lesquelles je peux rentrer, je peux aller discuter avec des gens. Je vois le nombre de membres, donc on est à 6 000 membres, à 19 000 membres, donc c'est juste énorme. Donc après, l'idée, c'est de cibler en fonction si je veux une communauté française, une communauté à l'international ou autre. Mais en tout cas, je peux trouver des candidats en allant sourcer. C'est toujours se dire, tiens, où est mon candidat? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait de sa journée, mon candidat? Quand il se lève le matin, quel est son rythme? Est-ce qu'il fait du vélo? Est-ce qu'il va prendre le métro? Est-ce qu'il va prendre le bus? Est-ce qu'il vient à pied? C'est s'imaginer tout le chemin. C'est un peu le parcours client qu'on apprend quand on fait du marketing ou de la vente. On apprend le parcours client pour faire en sorte que notre client découvre notre produit et qu'il ait envie de l'acheter. En fait, c'est exactement la même chose qu'on fait quand on fait du recrutement. On réfléchit au parcours candidat. Que fait mon candidat au quotidien et comment je peux essayer de le trouver sur l'ensemble de ce parcours. Donc souvent, c'est un chemin qui peut être long, mais qui peut aussi très vite porter ses fruits. Bon, on connaît tous le côté Instagram, WhatsApp, TikTok qui se développe de plus en plus. C'est un réseau, WhatsApp, c'est un réseau encore assez sous-utilisé en France. Pourtant, il y a 1 milliard de personnes dans le monde. Il y a à peine 8 millions de personnes en France qui l'utilisent. Il est lié au téléphone, donc on sait que quand vous recevez un message sur WhatsApp, c'est directement dans vos notifs. C'est un peu comme un SMS qu'on a vu tout à l'heure et en plus c'est gratuit, donc c'est pratique. Et le côté Instagram, c'est aussi le réseau qui va beaucoup fonctionner. On est quand même 11 millions de personnes à utiliser Instagram en France, soit presque autant que LinkedIn, mais il y a quand même
plus d'engagement sur Insta que sur LinkedIn. Et ce qui va être intéressant, c'est de dire, OK, bah, à travers mes collaborateurs, ça peut être les salariés qui communiquent et donc je peux toucher des cibles, à travers des influenceurs qui feraient de la pub, à travers de la pub sur Insta, bah, je peux toucher potentiellement ma cible. TikTok, c'est la même chose, hein, bah, qui fait la part belle à toutes les vidéos qui sont très courtes. Il y a déjà plus de 6 millions d'utilisateurs mensuels en France. Alors, l'âge est plutôt sur les moins de 24 ans, mais ça veut dire aussi qu'on peut travailler, et là, quand on est recruteur, c'est le côté marque employeur, c'est-à-dire qu'on va aussi habituer des jeunes à entendre parler de notre entreprise, à entendre parler d'un métier. Si on veut aussi qu'un métier soit un peu plus féminisé, bah, c'est aussi communiquer dessus sur les réseaux sur lesquels se trouvent les jeunes et se dire, bah, OK, vous êtes sur TikTok, on va vous faire découvrir des métiers pour qu'à un moment donné, vous ayez envie de vous lancer dans ces formations-là. Donc, ça peut être des belles opportunités de rendre visible auprès de jeunes candidats sur le terrain, sur leur terrain de jeu, parce que finalement, TikTok, c'est un peu le leur, et bah, de faire découvrir des entreprises qui recrutent, faire découvrir des métiers, des secteurs. Vous avez notamment l'agence d'intérim Synergie qui l'a testé. Elle a fait une vidéo qui a fait un peu plus de 500 000 vues, enfin, qui a été vue 500 000 fois, qui a généré plus de 6 000 likes, qui a plus de 300 commentaires. Alors, ils ont reçu une cinquantaine de CV. Vous allez me dire, pour l'ensemble, c'est pas énorme. Oui, mais si ça se trouve, dans ces 50 CV, c'était suffisant. Ils ont trouvé les perles rares dont ils avaient besoin. Donc, c'est se dire qu'à un moment donné, on peut aussi utiliser cet outil pour communiquer, pour se faire connaître, faire découvrir un produit, un service et donner envie aussi à des jeunes de se lancer dans cette formation ou de découvrir l'entreprise pour de l'alternance, pour des stages. Ça peut être un bon moyen aussi d'anticiper les besoins de recrutement futurs. Donc là, on est vraiment du côté anticipatif. On a le street marketing. Il y en a peut-être qui l'ont découvert sur justement dans l'émission Qui veut s'associer. Bah, c'est Atypique. Alors, il en existe d'autres, hein, mais j'avais envie de le mettre lui en avant. Qui en fait, bah, une entreprise le contacte en disant voilà, on recrute je sais pas, des personnes pour travailler dans nos magasins. Et ben lui, il va aller, par exemple, je sais pas, si on ouvre un magasin en plein cœur de Paris, ben lui, il va travailler dans la zone où le magasin va s'ouvrir et il va aller à la rencontre des gens dans la rue en disant bonjour, est-ce que vous cherchez du travail? Et en fait, c'est un peu comme avait fait, j'ai oublié la marque, dans le métro où elle avait commencé à dire qu'elle recrutait dans le métro. Bon, bah, Atypique, il fait exactement la même chose. C'est directement sur le terrain, dans la rue. Il va au contact des gens pour leur dire hello, est-ce que vous recrutez? OK. Bah, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vous? Donc, il fait presque des mini-entretiens pour après présenter les entreprises. Dire, bah, voilà, on a telle entreprise qui recrute. Est-ce que ça peut vous intéresser? Est-ce que vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser? Et ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, ils cherchent, pour ceux que ça intéresse, ils cherchent des investisseurs pour l'aider à se développer. Donc ça peut être partie des nouvelles techniques. Et puis, bah, on ne va pas oublier les réseaux alumni, hein. Forcément, j'étais obligée d'en parler quand même. Bah oui, quand on est, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, quand on est recruteur, on va regarder la page école sur LinkedIn. On va regarder qui sont les personnes qui sont passées par là et qui ont fait une formation. Et potentiellement, on va aller les contacter en disant, bah voilà, vous avez fait telle école. Peut-être que le recruteur a lui-même fait cette école. Et donc, du coup, alors c'est un biais cognitif, je sais, mais du coup, il va avoir envie plus facilement d'aller recruter un ancien de son école ou un jeune diplômé de son école en disant, bah, OK, je connais le parcours, je sais comment les têtes bien faites qui sortent de mon école et donc du coup, j'ai envie d'aller recruter quelqu'un qui a fait mon école. Donc ça peut aussi être utile du coup d'avoir un profil LinkedIn bien à jour et qui référence bien aussi le lien avec l'école et d'être actif avec les alumni parce que potentiellement, on ne sait jamais, un recruteur peut traîner parmi toutes les solutions et tous les événements que va proposer aussi l'école. Quel chiffre que je voulais aussi vous partager, que je trouvais important, 50% des rencontres se font dans le cadre des études supérieures. Donc, c'est le fait de travailler son réseau parce que c'est aussi quelque chose qui va faciliter les recrutements à un moment donné. 92% des cadres interrogés pensent que la confiance est un critère clé du réseau. Donc, si vous êtes en confiance quelque part, pour réseauter et pour vous faire connaître, pour recruter une personne, ce sera d'autant plus facile. Les femmes comptabilisent en moyenne 50 contacts dans leur carnet d'adresse, contre 72 pour les hommes. Mesdames, n'hésitez pas à réseauter, vous allez voir, c'est du pur plaisir. C'est d'échanger avec les gens, c'est apprécier, discuter, les découvrir. C'est ça aussi qui est formidable quand on réseaute. C'est découvrir des métiers, découvrir des personnes et prendre du plaisir à aller discuter avec des personnes qu'on ne connaît pas. C'est ça aussi, travailler son réseau. 33% des femmes tirent un bénéfice d'ouverture et d'inspiration grâce à leur réseau, contre 25% pour les hommes. Donc en plus, ça vous inspire quand vous le faites. Donc j'ai juste envie de vous donner encore plus le courage de le faire et d'aller vers des gens que vous ne connaissez pas, qui ont peut-être justement
gens ont fait la même formation que vous et qui sont peut-être sur des métiers différents, mais des métiers qui vous intéressent, et ben, allez réseauter avec eux. On ne sait jamais, ça peut être le début de quelque ce qui va être important, c'est aussi le côté stop aux idées reçues, de se dire que c'est parce qu'on faisait comme ça à une époque qu'il ne faut plus le faire. Les acteurs du roman essayent de changer beaucoup de choses, d'améliorer l'existant aussi, d'améliorer les offres d'emploi, d'avoir ce qu'on appelle les offres d'emploi optimisées avec de la vidéo, avec un chatbot, avec plein de choses. Donc, on teste aussi plein de choses quand on est recruteur et qu'on est RH, parce qu'on essaye toujours de s'améliorer, qu'on essaye toujours de mieux réussir à matcher l'offre et la demande, parce qu'on sait que c'est toujours ce qui est problématique, d'arriver à matcher tout ça. C'est aussi de voir le potentiel au lieu de l'existant. Et donc là, c'est plutôt un message pour les RH et recruteurs. C'est de se dire, OK, quand on a des candidats dits passifs, c'est aussi de se dire comment je peux le rendre actif et comment je peux aider ce candidat à peut-être voir autrement sa carrière. C'est aussi un de nos rôles. Et c'est de se dire que tiens, le candidat qui a peut-être fait tel type de parcours, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un trou dans son parcours, mais je dois essayer d'aller voir au-delà. Et ça aussi, ça va être des choses qui vont être importantes. Et se dire, de voir toujours se dire comment va se développer ce candidat, quelles sont les compétences qu'il peut encore acquérir, et de se dire, tiens, quand je vois un jeune diplômé, je ne vais pas lui dire non parce qu'il n'a pas assez d'expérience, je vais plutôt entretenir le lien avec lui, parce que je sais qu'en l'accompagnant, à un moment donné, on va créer du lien, et plus on crée du lien, plus ce sera facile pour moi peut-être de le recruter dans 3 ou 5 ans, quand il aura du coup tout le bagage que je souhaite pour ce type de poste. Surtout si on est sur des postes récurrents, ça va être important de travailler sa base de candidats. La marque employeur doit répondre aux besoins et attentes des candidats. Ça aussi, on le sait tous, le côté quête de sens, flexibilité, équilibre, vie perso, vie pro. C'est aussi des questions dont il faut se poser quand on recrute des personnes. C'est prendre aussi en considération ce genre de choses, sinon on ne peut pas y arriver. Moins de 50% des offres d'emploi sont accessibles aux candidats par l'intermédiaire des sites d'emploi et des cabinets de recrutement. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, il existe encore une part importante de ce qu'on appelle le marché caché, qui est justement le moyen par le réseau, entre autres, mais aussi par tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, qui est aussi un moyen de découvrir les candidats. Donc, effectivement, il n'y a pas que les offres d'emploi quand on cherche du boulot. C'est aussi se dire que quand je réseaute, et donc quand je fais un meet-up, quand j'apprends, quand je continue à me former avec du LinkedIn Learning ou autre chose, potentiellement, je travaille mon réseau et je peux me faire repérer par un recruteur. Donc, toutes ces actions que vous allez faire pour essayer de trouver du boulot peuvent avoir une incidence sur votre carrière. Et je trouve ça plutôt cool de se dire potentiellement, il y a toujours quelqu'un quelque part qui peut peut-être veiller sur moi. L'escape game, c'est du 64% des répondants quand on leur dit est-ce que vous aimeriez vous faire recruter par un escape game. C'est une enquête qu'avait réalisée Assess First. Donc ça, je trouve ça plutôt cool, qui estime que cette technique est assez innovante et fiable. L'entretien par vidéo différé, donc comme on l'a vu, est jugé innovant pour 59% des candidats, mais seulement 39% vont l'estimer fiable, parce qu'il y en a même 63%, elle a vu tout à l'heure, qu'on se sent mal à l'aise des fois avec cette technique. Les questionnaires de personnalité sont appréciés par 78% des personnes qui ont répondu à l'enquête, et 63% estiment cette technique innovante, et 58% la trouvent même fiable. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et de plus en plus d'entreprises, vous avez notamment PeopleIn qui recrutent en fonction des soft skills des personnes, donc ils vont faire beaucoup de mise en situation ou qui vont interroger les gens et non pas sur l'existant de leur parcours, mais sur leur potentiel. Donc ça, je trouve ça aussi une belle innovation pour recruter autrement. Et les tests de raisonnement sont appréciés par 67% des répondants et 57% l'estiment fiable. C'est toujours pour voir un petit peu votre manière de réfléchir et de réagir à des situations données, qui ne sont pas forcément les situations de votre travail, mais juste dans la vie de tous les jours, qui va vous permettre de détecter aussi des qualités et de se dire, OK, si la personne raisonne comme ça au quotidien, dans son travail, elle raisonnera de la même manière. Donc, ça peut être un potentiel candidat qu'on peut recruter. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, et surtout, est-ce que vous êtes prêts à sortir de votre zone de confort pour mieux recruter ou être mieux recruté à votre tour aussi. C'était un petit peu la dernière chose que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Désolée d'avoir été speed sur la fin. Et désolée de toute cette coupure, de tous ces problèmes techniques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. C'est avec grand plaisir que je répondrai. Soyez pas timide. Merci. Ravie que vous ayez appris plein de trucs. On a perdu pas mal de monde parce qu'effectivement, souvent à 14h,
Il faut raccrocher, Oui, on va dire. les gens reprennent. Donc, en tout cas, merci beaucoup à tous d'être restés malgré les incidents techniques qui ont émaillé ce webinaire. Je vais remettre le replay et je couperai, bien sûr. D'ailleurs, je vais l'arrêter tout de suite. Et puis, écoutez, en tout cas, je vous invite à aller dans notre agenda parce qu'il y a d'autres webinaires qui sont prévus jusqu'au mois de mai. Donc, allez-y, il y a un programme qui est déjà fait. Il y a pas mal de choses intéressantes. Donc, vraiment, allez-y, inscrivez-vous. Et promis, d'habitude, il n'y a pas de problème technique. D'habitude, ça roule nickel. D'habitude, ça roule nickel. Ouais.